Number woman nine. Number woman nine. Number one nine. Alors, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Bonjour au professeur Jean-Claude Tedem, dont nous saluons la participation à cette soutenance. Bonjour à Rostand. Bonjour à la technique. Bonjour à tous les participants. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour évaluer le mémoire de Maître Henri Nguyen. Nous lui passerons la parole tout à l'heure pour nous présenter en quelque sorte le travail qu'elle a fait. Ensuite, la parole sera donnée aux deux rapporteurs, Urbain Bama et Rostand Pierre. Ensuite, il y aura peut-être de petites discussions. Mais avant cela, je voudrais dire quand même deux petits mots au sujet de ce travail que nous avons suivi. Premièrement, la formulation même du titre de ce mémoire de recherche est très captivant. Alors, on a trois types d'enjeux qui ressortent. Déjà, l'utilisation de l'hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable, non polluante, qui est donc bonne pour l'environnement. Donc, c'est quelque chose de très actuel. Alors, deuxième enjeu, c'est le lien que l'auteur va faire entre le développement de son pays, de l'Afrique, et l'environnement. Mais à côté de cela, il va poser des problèmes relatifs notamment aux réactions de la société civile face à des travaux qui peuvent impacter négativement sur leur environnement ou sur leur mode de vie. Donc, on a trois types d'enjeux. Alors, dans son travail, Nguyen va recenser l'arsenal juridique camerounais, qu'on pourrait qualifier de droit de l'énergie au Cameroun. Un ensemble de textes qui régissent la question énergétique au Cameroun, ce qui est très intéressant, notamment pour les chercheurs. Autre chose remarquable dans ce travail, elle va nous dire qu'au Cameroun, 20% seulement de la population ont accès à l'énergie de manière continue. Et donc, dans ce contexte, l'offre d'hydroélectricité au Cameroun va représenter près de 54% de la capacité de production d'électricité du Cameroun. Elle est revenue aussi sur les avantages de l'hydroélectricité. À travers le monde, elle a souligné que c'est une forme d'énergie qui est très prisée, notamment aux États-Unis, au Canada, en Chine, entre autres. C'est une énergie non polluante, verte. C'est une énergie qui est fiable et flexible. C'est une énergie qui est bonne pour l'agriculture. Dans son travail, elle a pris en compte la pluridisciplinarité. Parce que si l'étude part du cadre, spécifiquement du cadre du Cameroun, elle a fait un rapprochement avec le Québec, par exemple, pour étudier les revendications des populations autochtones par rapport à la production de l'hydroélectricité dans la baie James. Elle a fait état également le cas du barrage du Haut-Nil en Égypte ou d'autres situations
au Mali, notamment avec les inondations, mais aussi en Guinée-Conakry. Et elle a en fait cité plusieurs droits fondamentaux qui sont mis en cause du fait de ces installations. Alors, donc, on a un travail vraiment très satisfaisant, tant sur la forme que sur le fond, et on voudrait apprécier l'excellence même du style rédactionnel de Maître Ngué. Alors, on va vous donner la parole en 20 minutes, Maître, pour que vous nous présentiez les grands axes de votre mémoire. Votre micro. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Vous m'entendez? Oui. C'est Robinson. Mesdames et messieurs, chers et distingués membres du jury, très responsables et encadreurs, chers camarades, amis, confrères et toute l'assistance ici présente, recevez mes salutations académiques. C'est un grand honneur pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui dans le cadre de la soutenance de mon mémoire qui marque la fin d'une période de formation ardue et dont le thème est aménagement hydroélectrique en Afrique subsaharienne entre protestations, contraintes environnementales et enjeux de développement, cas du projet de construction du barrage d'Ikan Eweng au Cameroun. Cette problématique s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche de professionnels initié par l'Institut québécois des affaires internationales et qui donne droit à l'obtention d'un certificat en droit minier des hydrocarbures en Afrique. La principale motivation qui nous a orientés dans le choix de ce thème est celle de résoudre le paradoxe entre le besoin en énergie électrique produit par les barrages hydroélectriques et les impacts de cette source d'énergie que cette source d'énergie peut avoir sur l'environnement et la vie des populations. En d'autres termes, la construction des barrages hydroélectriques est-elle compatible avec les exigences de la protection de l'environnement ou du bien-être des populations? Devrait-on préférer l'énergie hydroélectrique au détriment des questions environnementales et la suivi des populations? Peut-on concilier les deux réalités? Si oui, existe-t-il un cadre juridique permettant de prendre en compte ces questions? Le souci d'apporter des réponses à ces différentes questions a été le fil conducteur de ce travail de recherche. Et pour y parvenir, le travail qui vous sera présenté obéit à un schéma classique d'un travail de recherche comportant une introduction, un corps du sujet subdivisé en deux grandes parties comportant chacune 2 chapitres. Et enfin, une conclusion renfermant quelques recommandations. Dans la première partie intitulée « Situation énergétique au Cameroun, cadre juridique et contextuel de l'étude », nous avons dans l'optique d'apporter un éclairage aux préoccupations des populations riveraines du projet du barrage Kan Eweng, dont les cris de détresse justifient la pertinence de ce travail, traiter des questions relatives au cadre institutionnel, juridique et réglementaire du secteur de l'énergie au Cameroun. Ce premier chapitre a permis de passer en revue les instruments légaux nationaux et internationaux régissant la question de l'électricité, partant celle des énergies renouvelables au Cameroun, ainsi que les différents intervenants du secteur. Le chapitre 2 se focalise sur le contexte du Cameroun avec ses spécificités, sa géographie, son climat et l'organisation de la politique énergétique globale de ce pays, jadis et toujours considéré comme l'Afrique en miniature. Il va donc de soi que traiter la problématique de l'hydroélectricité au Cameroun revient à apporter des solutions à toutes les interventions liées à ce sujet partout dans l'Afrique subsaharienne, socle de la seconde partie qui s'est appesantie sur les impacts des barrages hydroélectriques. En effet, il a été question de répertorier et d'analyser à partir de certaines données la place des barrages hydroélectriques dans le développement économique mondial en général
et en particulier la réalité camerounaise. Il est évident que la pression énergétique contemporaine nous conduit inéluctablement vers une demande toujours croissante, se basant sur l'évolution historique et les prévisions en tenant compte des comparaisons analytiques des impacts environnementaux, sociaux et économiques des barrages afin d'en tirer le meilleur profit, ce qui a permis dans le chapitre 2 d'entrevoir les perspectives et les recommandations. L'utilisation de l'énergie hydroélectrique remonte à l'époque des Romains où elle était transformée en énergie mécanique grâce à une roue hydraulique pour faire tourner des machines. Ces installations étaient d'autant plus utilisées à l'époque du Moyen-Âge où elles servaient notamment dans les moulins à broyer des grains de blé ou de maïs pour en faire de la farine. Cependant, la puissance de ces roues hydrauliques n'était qu'utilisée sur place et ne pouvait être transportée, car elle était directement transformée en énergie mécanique, ce qui limitait son utilisation à des zones parcourues par un cours d'eau. L'histoire des centrales hydroélectriques commence en 1882 avec Thomas Edison, qui met en place la première centrale hydroélectrique aux États-Unis. Cette première centrale utilisait des dynamos pour créer du courant continu avec la force de l'eau et produisait de l'électricité pour éclairer 85 maisons avec une capacité de 1200 lampes dans le quartier de Wall Street à New York. Puis Nikola Tesla apporte l'idée du courant alternatif par des alternateurs et des transformateurs qui créent et transforment ce courant continu en un courant alternatif, tout en optimisant les caractéristiques de ce courant pour un meilleur transport, des pertes minimales et une meilleure adaptation au courant demandé par les particuliers. L'hydroélectricité présente donc de nombreux avantages, comme nous pouvons les lire aux pages 27 à 32 de notre étude. En effet, c'est l'une des meilleures filières de production de l'énergie électrique, essentielle pour le développement économique et industriel, car les études comparatives démontrent qu'une dizaine de pays au monde, dont 4 en Europe, produisent plus de la moitié de leur électricité grâce à l'hydroélectricité. Et lorsque nous observons leur niveau économique et leur industrialisation, nous pouvons affirmer qu'il y a une corrélation étroite entre la production de l'hydroélectricité et la puissance économique ou industrielle. L'énergie hydroélectrique est renouvelable, qualifiée verte et non polluante, car pas émettrice de gaz à effet de serre. Elle participe de façon efficiente à l'augmentation des ressources alimentaires et l'exemple le plus concret se trouve bien sûr au Cameroun, dans la localité de Bankim, avec la construction du barrage de retenue d'eau de la Mapé, construit en 1987, situé au sud de la région de la Demawa. La construction de ce barrage contribue à la sécurité alimentaire par l'intensification de l'agriculture. L'ampleur du phénomène fait dire aux populations de cette localité qu'elle est une banque alimentaire, mieux, l'un des greniers du Cameroun en général et de la Damawa en particulier. Il est important de noter que l'énergie hydroélectrique est fiable et flexible compte tenu de sa très faible fluctuation. Enfin, l'hydroélectricité est la source d'énergie de base pour les pays disposant d'importantes ressources hydroélectriques, comme le Cameroun, car aussi longtemps qu'il y aura de l'eau qui coule dans nos rivières, l'électricité pourra être produite. Il se trouve donc que la construction d'ouvrages de retenue des eaux a pendant longtemps constitué un élément de fierté et a joui d'un préjugé favorable. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'est apparu le revers de la médaille. La diffusion des technologies de l'information et de la communication, associée à un développement économique rapide au détriment de l'environnement, du social et de l'économie, a engendré à travers le monde des mouvements de contestation des barrages de plus en plus fréquents. Du point de vue environnemental, nous pouvons évoquer les risques technologiques caractérisés par la mauvaise réalisation des ouvrages et le défaut d'entretien. Les risques hydrauliques du fait des crues supérieures aux capacités de retenue de l'ouvrage,
risques écologiques par les déforestations et la menace sur la biodiversité. En plus de ces atteintes à l'environnement, les grands barrages semblent également être une aberration sociale et économique dont les coûts sont très élevés. À cela s'ajoutent des exigences des études préalables à réaliser avant la construction du barrage. De nombreux exemples ont été évoqués dans cette étude que vous pouvez consulter. Nous ne saurons parler des inconvénients sans évoquer l'aspect humain et culturel qui occupe une place importante parmi les critiques formulées. Car en réalité, la construction des grands barrages implique l'expropriation et les déplacements massifs des populations, ce qui affecte considérablement les coutumes et les traditions, et à certains égards constitue une source de conflit entre communautés et initiateurs des projets, tant au niveau national et même à l'international. En termes de déplacement des populations, nous avons recensé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à la page 37 de notre mémoire, si je ne m'abuse, quelques barrages. Nous avons le barrage d'Akosombo au Ghana, qui a entraîné 80 000 personnes déplacées. Le barrage de Kossou en Côte d'Ivoire, 75 000 personnes déplacées. Le barrage de Kandji au Nigeria, 44 000 personnes déplacées. Le barrage de Selingé au Mali, 15 000 personnes déplacées. Le barrage de Nangbeto au Togo et le Bénin, 10 600 personnes déplacées. Le barrage de Manantali au Mali, 10 000 personnes déplacées. Et le barrage de Garafiri en Guinée, 2 140 personnes déplacées. Mais le barrage, qui est un très bon exemple des problématiques environnementales, c'est celui des Trois Gorges, conçu sur le Yangtze. Il constitue un bon exemple, disais-je, de problématiques environnementales, sociales, économiques que la construction d'un barrage peut causer. Il y a une dizaine d'années, la Chine achevait la mise en service du plus grand, du plus cher, du plus puissant et du plus controversé barrage du monde, le barrage des Trois Gorges. Les chiffres donnent le tournis. 185 mètres de haut, plus de 2 km de long, 27 millions de mètres cubes de béton coulé dans un édifice qui aura coûté la somme record de 23 milliards d'euros. Pire, ce chantier de la démesure a provoqué une série de catastrophes environnementales et humaines, mais les impacts humains constituent le problème le plus important de ce projet de réservoir des Trois Gorges de par ses conséquences sociales, entraînant le déplacement de près de 2 millions de personnes et la destruction d'un millier de villes et de villages. Il amenait de même du Bala-Condé, troisième plus grand barrage du monde, qui a vu le jour en 1975, mais n'est pas encore finalisé à ce jour, au vu de nombreux reports à la suite des protestations des indigènes. Pour nous résumer en termes de risques et de droits susceptibles d'être violés, nous avons recensé au tableau, à la page 37, ces risques. Nous avons les évictions forcées des populations qui concourent au droit à la sécurité, diminution des ressources alimentaires, le droit universel potentiellement bafoué, c'est le droit à l'alimentation, la perte des habitations, droit au logement, propagation des maladies, droit à la santé, marginalisation, droit à l'égalité et droit de participer à la construction de la société. Compensation en argent, droit à une compensation juste, effritement des identités, droit à la culture, information complète ou mensongère fournie aux populations sur les conséquences, droit à l'information, dynamique des populations déplacées et besoins en terre, droit foncier. Les barrages bénéficient davantage aux populations citadines plutôt qu'aux populations déplacées, droit à l'égalité soulevant des questions éthiques et d'équité. Tous ces risques sont également évoqués par les populations riveraines du Grand Éouin, dont l'une des principales craintes est la disparition à terme d'au moins 50 villages, repartis dans 2 arrondissements, Diban dans
le département de Nion-Ekele et Pouma dans le département de la Sanaka-Maritime. Avec tous ces inconvénients, me demanderiez-vous, pourquoi ces barrages essaiment-ils malgré tout? C'est là que nous aborderons les perspectives de cette étude en disant qu'en fait, oui, allez-y. si tant de barrages sont en construction, c'est parce qu'ils sont massivement subventionnés. En réalité, si les grandes entreprises du Nord et les institutions financières internationales se ruent vers les fleuves des pays du Sud pour y édifier des gigantesques ouvrages aux conséquences environnementales et sociales désastreuses, c'est en raison de la perspective de marchés juteux et sans risque. La logique est double. Ouvrir des marchés juteux pour des grandes entreprises comme EDF ou GDF Suez et disposer d'électricité bon marché pour l'industrie, les mines notamment, afin de produire des biens destinés à l'exportation. Les centrales hydroélectriques permettent de créer une grande quantité d'électricité, mais aussi d'adapter la production à la consommation de manière rapide. Ces caractères propres à l'hydroélectricité rendent davantage son expansion très rapide et fait figurer les barrages du cours du développement. Dans cette optique, les perspectives de faire en sorte que les populations touchées par les barrages soient les bénéficiaires directs. Ceci promeut l'acceptation publique, atténue les risques assumés par les promoteurs et réduit la possibilité de conflits à long terme entre les populations déplacées et les villages qui les accueillent. En termes de recommandations, on retiendra que la décision de construire un barrage hydroélectrique doit être fondée à la fois sur la croissance prévue des besoins en électricité, sa rentabilité à la lumière des conditions du marché, sa faisabilité du point de vue budgétaire et environnemental, conformément aux principes de développement durable, et enfin, son accueil favorable par les communautés locales, mais malheureusement, pour toutes ces contraintes, tant budgétaires, techniques, climatiques, esthétiques, logistiques, écologiques, etc., on ne peut pas implanter autant de centrales hydroélectriques que l'on pourrait le souhaiter, d'où la nécessité d'implémenter le mix électrique. Comme tout travail scientifique, celui-ci n'est pas une panacée et ne peut prétendre résoudre tous les problèmes liés à la construction des barrages hydroélectriques. Il constitue une contribution, un pavé jeté dans la mare pour apporter davantage un éclairage face à cette problématique. Il est plus que jamais actuel, surtout face aux enjeux climatiques et environnementaux auxquels l'humanité tout entière est confrontée. Trouvez donc ici l'expression de notre reconnaissance pour vos critiques et observations qui apporteront à coup sûr une valeur ajoutée à cette étude. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'en ai terminé, professeur. Bien, merci, Mendy. Merci pour cette excellente présentation. Oui, merci, un gros merci pour cette excellente présentation liminaire. Alors, on va passer la parole au... Oui, Mendy. On vous remercie. Alors, on va passer la parole au premier rapporteur, Urbain Bama, qui a examiné. Je vous entends très mal, professeur. Allô? Oui, on vous remercie pour l'excellente qualité de votre présentation liminaire. Alors, est-ce que Urbain Bama est là? Professeur, je vous entends très mal. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mais... Urbain Bama, votre micro, ouvrez votre micro, M. Bama. Très bien. Alors, vous avez la parole. C'est votre tour. Vous avez 20 minutes avec la candidate. D'accord. Merci, professeur. Bonsoir, docteur. Je ne vous entends pas. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui. OK. Nous remercions Maître Henriette pour cette brillante présentation de son travail.
comme elle a dit son travail à son mot de fin, tout travail est imparfait. Donc, c'est dans cette optique-là que je vais me prononcer sur son travail. Pour commencer, je vais d'abord m'attarder au niveau de la forme du travail. Il faut dire que le plan est bien équilibré, ainsi que les deux titres. Le style également rédactionnel est bien. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Au niveau maintenant du fond du travail, je constate qu'elle a fait une belle introduction. Mais dans le cadre de l'introduction, j'ai vu qu'elle a utilisé un mot, le mot desiderata. La phrase commence afin de couvrir entièrement tous les besoins en énergie. L'objectif de la politique énergétique du Cameroun à travers la loi relative à la transition énergétique du 14 décembre 2011. À la suite, on voit qu'il y a desiderata. Je souhaite que Maître Henriette remplace le mot desiderata par préoccupation, attente ou revendication qui sont mieux. Parce que pour moi, ce sont des réclamations qui ont un sens objectif. Par contre, le mot desiderata, la portée est un peu fantaisiste ou capricieux dans le contexte où elle est employée. Car c'est un droit pour ces populations-là de réclamer, comment dirais-je, un bien-être social ou un mieux-être. Maintenant, au niveau de l'étude du cas juridique dans le chapitre 1, là-bas également, je lui tire le chapeau. On a constaté que la classification des normes juridiques, à savoir la hiérarchie des normes, est très bonne. Mais on sent réellement la rigueur dans la démarche de l'impétente. Et cela, c'est à saluer. Cependant, bon, j'ai vu qu'elle a fait venir des sources de droit international après avoir énuméré le droit positif camerounais. Et ça m'a tiqué. Or, nous savons que dans les États africains, bon nombre d'États ont opté pour le monisme avec primauté du droit international sur le droit interne. Ma question donc est la suivante. J'aimerais savoir si le Cameroun a une même position que les États-Unis qui observe un monisme avec primauté du droit interne sur le droit international. Donc, en fait, c'est une remarque, mais c'est en même temps une question. Donc, elle veut nous expliquer pourquoi elle a énuméré les instruments juridiques internationaux après le droit positif camerounais. Merci. Et je vois aussi au niveau de, comme je l'avais dit, le style de travail sont impeccables. Au niveau de la bibliographie est vraiment riche. On sent réellement un travail vraiment de rigueur dans sa démarche. La liste également s'est bien élaborée. Les travaux sont bons. Et ça, maintenant, le travail même, c'est comme si Maître Ngué avait su que Dr Robinson allait faire un travail sur le droit de l'environnement. Elle a abordé les impacts environnementaux dans les éléments, à savoir les risques technologiques, hydrologiques. C'est bien. Au niveau également de l'impact humain, elle a abordé tous ces enjeux-là en termes de développement, de culture et de démographie. Mon commentaire est le suivant. Ça renvoie à la notion du droit à l'environnement sain tel que développé dans le forum scientifique, comme je disais tout à l'heure, par notre mentor, Dr Robinson. Effectivement, à cet effet, le docteur, lors de ses raisonnements scientifiques, a eu à nous montrer que la reconnaissance internationale du droit à l'homme à un environnement sain remonte à la déclaration de Stockholm en 1972. Et c'est là-bas qu'on voit les prémices, pour la première fois, la nécessité de protéger l'environnement, car l'environnement est intrinsèquement lié au bien-être social de l'homme. Donc, c'est là où vraiment je vois que c'est comme si le docteur avait su que, non, plutôt Maître Ngué avait su que Dr Robinson allait faire ce développement. Par ailleurs, on voit que la reconnaissance de ce droit
fondamentale allait être immédiatement accompagnée d'un devoir, celui de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement pour les générations présentes et futures. C'est là on voit réellement que lorsque Maître Ngué aborde les impacts environnementaux et les désastres humains, réellement que ça s'inscrit vraiment dans cette logique de reconnaissance du droit international tel que développé par le docteur. Et réellement, j'ai beaucoup aimé cette partie qui est vraiment détaillée dans le travail. On voit que l'Afrique aussi n'est pas restée en marge, toujours dans le développement du docteur, dans cette reconnaissance du droit de l'environnement sain. En particulier l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 81 en fait mention en proclamant que tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. L'Afrique devenait ainsi, comme le dit le docteur, le premier de la classe en matière de protection de l'environnement. Réellement, j'ai beaucoup aimé ce développement-là. Aussi, je vois que dans ce développement, elle a abordé des questions où elle fait mention quand même de cette lutte-là, comment dirais-je, pour prévenir un peu les populations du Cameroun de ces désastres-là. Elle a eu à énumérer les sociétés civiles. C'est bien. Mais pour complément, je voudrais lui faire savoir que les sociétés civiles sont de 4 ordres. Tels que développés par Michel Doussin. C'est un ambassadeur chargé de la bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est dans le pasteur de Nantes que j'ai eu à découvrir que ces sociétés civiles-là sont regroupées en 4 personnes, en 4 groupes plutôt. Je développe ça parce que j'ai une question qui portera sur la société civile. C'est pour mieux planter le décor que je fais ce développement afin que Maître Ngué soit situé sur ce pourquoi ma deuxième question a été posée. Donc, on voit qu'il y a 4 groupes de société civile. D'abord, il y a les humanitaires d'urgence. Eux, ils sont comme on le dit, le porte-flambeau en matière de, comment dirais-je là, les humanitaires d'urgence, eux, défendent quand même la population civile victime des guerres. Voilà. Et dans la lutte également pour faire baisser le prix des produits contre le sida. Dans cette loge, dans cette classification, on peut mettre les Médecins sans frontières, voilà, qui est une ONG, une société civile qui lutte contre ces méfaits. On a les développementistes qui militent pour une plus grande justice internationale et contre la pauvreté dans les pays en développement et de la conscientisation des populations des pays riches aux problèmes d'inégalité internationale. Il y a également les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent inlassablement toutes sortes de violations, de formes de violations des droits humains, y compris dans le domaine économique et dans le développement et dans le domaine social. Dans cette catégorie, on peut mettre Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, le Human Rights Watch. Et la dernière catégorie, c'est les environnementalistes, comme pour figure emblématique, Greenpeace. Eux, des actions spectaculaires contre les essais nucléaires français et pour le sauvetage de la faune a vraiment émerveillé le monde. Au fait, donc, voici le développement que je voulais faire avant maintenant de poser ma question, puisque je ne veux pas que ma question soit vue comme si elle débouchait du néant. Elle se fonde réellement sur le travail de Maître Ngué. Donc, voici un peu mes remarques sur le travail, sur la forme du travail, le fond et la forme de Maître Ngué que je pouvais faire. OK. Mais maintenant, mes questions sont les suivantes. J'ai 3 questions. Question 1. Comme je l'avais dit précédemment, pourquoi avoir énuméré les instruments internationaux après les tests nationaux, en l'occurrence, le droit positif camerounais? Est-ce à dire que la République du Cameroun reconnaît ou observe la supériorité de son droit interne sur le droit externe? Je fais plutôt allusion ici au monisme avec primauté du droit interne sur le droit international. La question 2. Maître Ngué, est-ce que vous me suivez?
La question 2. Au niveau du contexte, justification de l'étude, plus précisément à la page 20, vous mentionnez que seul 20% de la population camerounaise aurait en réalité accès à l'électricité de façon continue. Quelle est la part contributive du secteur privé camerounais? Bien sûr, vous parlez de l'offre. Pour solutionner ce gap, ce manque à gagner en matière de demande énergétique. Et la question 3, quel rôle joue la société civile camerounaise, à savoir les environnementalistes et les défenseurs des droits de l'homme, pour que ces études d'impact soient effectives et bien menées? C'est à ce sujet que j'ai eu à faire tout récemment le développement en ce qui concerne les sociétés civiles, pour que, comme je l'ai dit, la question ne soit pas perçue comme une question qui surgit du néant. Docteur, je ne sais pas si j'ai épuisé mes 20 minutes. Voici les remarques d'ensemble que je pouvais faire sur le travail de Maître Henriette. Très bien, merci, M. Bama. Merci pour le travail que vous avez réalisé. Alors, Maître Ngué, vous ouvrez votre micro. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ces questions? Est-ce qu'il peut revenir sur la dernière question? Je vous en prie. OK, la dernière question, c'est la question 3. Quel rôle joue la société civile camerounaise, à savoir les environnementalistes et les défenseurs des droits de l'homme, pour que les études d'impact environnemental soient effectives et bien menées? Je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Quel oui, rôle c'est bon maintenant. Camerounaise, merci. Très bien, vous avez la parole. Vous procédez comme vous voulez, selon l'ordre que vous trouvez bon. Merci pour... Donc, je commence par la première question. C'était celle de savoir si le Cameroun est un État mondialiste avec primauté du droit interne sur le droit international. C'est bien cela? Oui, madame. En fait, le fait d'énumérer les instruments nationaux avant d'aborder les instruments internationaux relève d'une démarche personnelle de présenter prioritairement l'arsenal juridique camerounais sur la question de l'énergie électrique avant de voir l'étendue de son enrichissement par les traités et accords internationaux négociés et ratifiés par le président de la République. Il me semble d'ailleurs que les textes présentés se complètent et ne posent pas un problème de conflit entre droit interne et droit international. Mais si ce conflit se pose, rassurez-vous, maître, le Cameroun est un État moniste avec primauté du droit international. Cela est relevé dans la Constitution camerounaise, notamment à l'article 45, si je ne m'abuse, qui dispose que les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Donc, le Cameroun est donc un pays moniste avec primauté du droit international, conformément aux dispositions de cet article. Et donc, je disais, c'était juste une démarche personnelle. Je voulais juste présenter ce que le Cameroun a déjà fait sur le plan juridique concernant l'énergie électrique. Parce que les instruments internationaux viennent pour compléter cet arsenal et non pas pour justifier une certaine primauté du droit interne sur le droit international. Okay, merci. C'est compris. S'agissant de la question concernant le contexte justificatif de l'étude, je crois que c'est ça. Dans le secteur privé, il a posé, il est parti du j'ai mentionné que 20%. Oui. Pardon?
que 20% seulement de la population camerounaise aurait en réalité accès à l'électricité. Et donc, le rapporteur voudrait savoir quelle est la part constituée du secteur privé solutionner cela. Effectivement. Je veux faire remarquer que depuis 2001, l'État camerounais a privatisé le secteur de l'électricité en octroyant au secteur privé une participation de 56% de son capital social pour ne conserver que 44%. Au bénéfice donc de la loi du 14 décembre 2011 qui ouvre à la concurrence la production de l'électricité, le principal opérateur qui est Eneo et dont la capacité avait été plafonnée à 1000 MW, déjà quasiment atteinte, a vu l'arrivée de nouveaux acteurs dans la société Globelec. Globelec a donc racheté les actifs On a momentanément perdu la candidate. Allô? Oh, oui, oui. On vous écoute. Allô? Oui. Oui, je disais donc que le Cameroun compte aujourd'hui deux principaux acteurs du secteur privé, en l'occurrence Eneo et Globelec. Je disais que Eneo avait une capacité plafonnée à 1000 MW et que ce plafond est quasiment déjà atteint. Et Globelec, qui arrive nouvellement sur le marché, a racheté des Le réseau est instable. Elle est de retour. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Votre micro est fermé. Voilà. Je disais donc que Globelec projette d'augmenter cette puissance de 330 MW, ce qui porte à 1330 MW la production ou la capacité, l'offre du secteur privé dans l'électricité au Cameroun. Au-delà de cette offre qui est portée par des sociétés reconnues, il y a également Donc, selon ces explications, on voit que le secteur privé est majoritaire. Mais c'est sûr que la question qu'on aimerait se poser, c'est je me... Oui, allô? Alors, je disais que en plus de l'apport de ces deux sociétés, il y a également des initiatives privées, mais vraiment personnelles ou je dirais domestiques, qui, avec en tout cas les particuliers, essayent de faire des installations solaires
dans leur domicile pour pallier ce déficit d'électricité. Certains utilisent des groupes électrogènes, mais vraiment à des fins personnelles pour pallier ce déficit. J'espère avoir apporté des éléments à cette question. Et c'est bon. La réponse est satisfaisante. Alors, la dernière question, ce sera sur le rôle de la société civile. Alors, relativement à la dernière question sur le rôle de la société civile camerounaise pour que les études d'impact soient effectives et bien menées, j'avoue que je n'ai pas fait des recherches particulières sur la question, mais concernant ce sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, j'en ai été informée par un appel de la diaspora camerounaise qui suit de près ce projet de construction du barrage Grand Éouin. Alors, monsieur Bama. Oui, docteur. Oui, je sais pas par rapport à cette question-là. Oui, docteur. Alors, mais moi, je me demande si le contexte, si le contexte politique au Cameroun est tellement favorable à la mobilisation de la société civile sur ces questions. Parce que de manière générale, sauf si je me trompe là, de manière générale, au Cameroun, la société civile est un peu timorée, on dirait. Ok. Je ne sais pas, peut-être le professeur Nitedem me dit. Merci. Alors, bien, je pense qu'on peut passer au... Je n'ai pas suivi, professeur, j'étais déconnecté. Oui, mais sa question, c'était sur le rôle de la société civile. Qu'est-ce qu'elle fait pour... est-ce qu'elle se mobilise pour que les études d'impact environnemental et social soient bien menées autour de ces projets-là? Et vous étiez en train de faire une contribution que je n'ai pas suivie. Ah oui, ben, je disais que ben, avec le contexte politique au Cameroun est tel que on sent un peu la société civile timorée et donc, alors si des questions comme celle-là, peut-être que ce n'était pas très surprenant de voir une société civile quasi inactive sur des dossiers comme celui-là. Bon, ça c'était ma réflexion, hein, sans qu'une réflexion très globale par rapport au comportement de la société civile au Cameroun sur les questions de société, sans que ce soit, sans que ma réponse n'aille directement sur le projet sur lequel vous avez travaillé. Donc, une réflexion générale. Alors, je proposais qu'on passe au second rapporteur. Rostand, il est là? Oui, je suis là, docteur, je suis là. Ah, ok. Alors, tu as la parole en 20 minutes pour échanger avec... Monsieur le président du jury, monsieur le président du jury, est-ce que vous pouvez permettre qu'on corrige une autre petite chose avant qu'on ne continue? Allons-y, professeur. Je très rapidement. La disposition qui crée
le droit à un environnement sain dans la Charte africaine des droits de l'homme, c'est l'article 24, ce n'est pas l'article 4. Je voulais déjà rappeler ça, c'est l'article 24 hein, qui est suffisamment clair. Et la notion de l'environnement sain ne figure pas à l'article 24. C'est vrai qu'on a pu déduire de l'analyse qu'on peut se faire. L'article 24 est ainsi formulé. Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et local, propice à leur développement. Et on a qualifié ça d'environnement sain. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a posé une question, celle de savoir si le fait que les ménages ne bénéficient que de 20% hein, de l'électricité. Et la question était de savoir quelle était la part contributive des privés dans l'amélioration de la fourniture de la qualité de l'énergie pour, en réalité, donc, dépasser 20%. Tout à fait. Bon, la candidate tente de nous donner une réponse d'emblée. La société qui est détentée de la plus grande part du marché de fourniture d'électricité au Cameroun, c'est Eneo. La première des choses, c'est qu'il y a une petite erreur. Eneo n'est pas un fournisseur d'électricité, il est un vendeur d'électricité. C'est EDC qui fournit l'électricité au Cameroun et il y a la société de transport de l'énergie pour faire la part des choses entre les trois catégories. La deuxième des choses, la première question, pourquoi avoir commencé par les textes nationaux avant les textes internationaux? Moi, je crois que je comprends la logique du candidat, c'est parce que l'essentiel des textes internationaux n'ont pas une valeur contraignante. Elle a voulu s'appuyer davantage sur les textes qui ont une valeur contraignante, de manière à justifier que son travail, qu'en réalité en droit, parce que vous ne faites pas ça, la loi peut vous sanctionner si vous ne faites pas ceci. Et c'est pour ça qu'elle a placé les textes sans en lien, et comme elle a bien répondu, sans en rien dévoyer le monisme camerounais, qui est une réalité. Elle est affirmée par l'article 46 de la Constitution, comme elle a dit. Donc, le décalage pouvait se justifier parce que l'essentiel des textes en matière de l'énergie ont une valeur non contraignante à l'échelle internationale. En réalité, c'est un ensemble, j'ai envie de dire, de recommandations qui permettent aux États de créer leur cadre interne. Donc, sur ce premier volet, je l'ai dit, et on permet au rapporteur second je poserai des questions à la candidate à la fin. Voilà. Bien, merci, prof. Merci pour cet éclairage. Alors, le second rapporteur a la parole. Ok, merci, docteur. Bonsoir, maître Henri. Allô? La connexion? Le rapporteur a aussi un problème de connexion? Alors, en attendant que le rapporteur vienne, professeur Nintedem, je veux quand même alimenter un peu la discussion sur le point, la contribution des acteurs privés. Là. Bon, moi aussi, j'apprends de vous, ça je ne le savais pas, que Eneo n'est qu'un vendeur. Un vendeur d'énergie. Alors, je me demandais si... et d'ailleurs, il faut enrichir vous le recevez. La réalité. Même Eneo est entré dans les énergies renouvelables. Il y a une centrale à panneaux solaires qui est en cours de construction dans la région de Garoua et de l'extrême nord par Eneo, afin d'étendre son réseau de production d'énergie. Hein? Voilà, et il est revenu. On peut lui laisser la parole. Ok, allez. Rostand, tu as la parole. Ok, bonsoir. Maître Henri, bonsoir. Déjà, je suis très content moi, de participer à un jury de soutenance d'évaluation d'un travail scientifique. Donc, je suis très ravi et j'ai été vraiment satisfait de votre travail. Sur la forme, vous nous avez donné un travail de 60 pages. Il est très, très équilibré, il est agréable à lire. Donc là,
je vous félicite. Je ne vais pas revenir sur l'équilibre, mais il y a juste un problème au niveau de la forme, c'est au niveau de la saisie. Il y a certaines parties de votre travail où la taille. Allô? Oui, on t'écoute. Je parlais de la taille, donc de la police. À certaines parties de votre travail, la police est à 10 et d'autres à 12. Donc, vous devrez regarder ça prochainement pour que la lecture soit plus agréable. Je vais aller directement sur le fond. Et mon apport ici, sur le fond, vous pourrez aussi l'intégrer à votre travail pour qu'on puisse réellement comprendre votre travail. Le projet du barrage dit Grand Évin au Cameroun date de 2005. Il a été envisagé en 2005. Ceux qui l'ont mis sur pied avaient pour but de répondre à la demande en énergie de la société Alucam, basée à Idéa. Lorsqu'on passe sur et il devait débuter en 2005, mais aujourd'hui nous sommes pratiquement en 2022. Il n'a pas débuté. Il commencera en 2023, selon les dires, pour s'achever en 2028. Donc, lorsque on l'étudie, on se rend compte que la société Alucam aujourd'hui a envie d'augmenter sa production en aluminium. L'État camerounais, en fait, le Cameroun ne produit pas d'énergie pour répondre à cette demande-là. Donc, le directeur de la société Hydromine du Cameroun, en la personne du docteur Ephraim Guafor, a donc proposé ce projet-là. Le but était de produire assez d'énergie pour que Alucam puisse tourner à plein régime. Maintenant, lorsque vous parlez de protestation et de contraintes environnementales, c'est parce que votre projet va directement, le projet, en fait, le barrage sera construit dans des villages qui parcourent la Sanaga. Et là, c'est là où votre travail prend tout son sens. Dans votre travail, sur les remarques que j'ai faites, vous avez beaucoup étudié à l'international plusieurs autres projets, plusieurs autres barrages construits avec des impacts environnementaux et humains qu'ils ont eus. Mais vous ne faites pas, vous n'avez pas pu rapporter ça au Cameroun. Vous n'étudiez pas vraiment le Cameroun dans votre travail. Vous êtes beaucoup plus axé sur l'extérieur. C'est peut-être dû au fait que le Cameroun n'a pas encore commencé ce travail-là. Il est encore dans les tiroirs. Certainement. Donc ça, c'était une des difficultés que vous avez certainement rencontrées, parce que vous avez vraiment beaucoup, lorsqu'on regarde votre bibliographie, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup étudié des projets. Donc, si le projet camerounais avait déjà pris forme, si le Grand Évin avait déjà pris forme, je pense qu'on aurait eu un très grand travail. Donc, votre travail est beaucoup plus alarmiste. Il nous prépare à ce qui va arriver lorsque le travail va vraiment débuter. Oui, il nous alarme dessus. Donc, je vais vous poser juste deux questions. Puisque le projet à lui-même va débuter en 2023. Donc, nous sommes à quelques mois. Et jusqu'à nos jours, on ne sait pas vraiment, en lisant votre travail, s'il y a eu des protestations. On sait qu'il y aura des contraintes environnementales parce que des villages seront détruits. On parle de plus de 25 000 âmes partagées en deux régions, dans la région du centre et la région du littoral. Donc, je vais vous poser ma première question, est celle de savoir quelles sont les revendications des populations et comment est-ce qu'elles sont gérées par les autorités jusqu'ici, puisque nous sommes à pratiquement 7 mois du début des travaux en 2023.
Donc, lorsqu'ils vont commencer, qu'est-ce que les populations revendiquent et comment est-ce que les autorités sont en satellite pour répondre à ces revendications-là? D'un autre côté, et je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que ce projet aura un réel impact sur la vie des Camerounais? Parce qu'il naît du fait que, à l'UQAM, c'est à l'UQAM qui a besoin d'énergie. Donc, il vient pour répondre à un besoin d'énergie de la société à l'UQAM. Si l'énergie produite s'en va à la société à l'UQAM pour la production de l'aluminium, est-ce qu'on peut vraiment dire que les Camerounais, je pense que les Camerounais, le Camerounais lambda aura plus, je vais dire ça comment, aura plus des conséquences à gérer, puisque c'est lui qui sera déplacé, c'est lui qui aura un mode de vie complètement changé, il devra se réadapter à un nouvel environnement, puisque les villages seront détruits pour l'implantation de ce projet. Donc, voilà les deux questions que j'ai envie de vous poser dans ce travail. Merci. Merci pour le bon travail, monsieur le rapporteur, et les bonnes questions aussi. Alors, maître. Alors, maître, vous avez suivi? Oui, je n'ai pas de poster. J'ai tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi à Douala, vous avez autant de problèmes de connexion. Voilà. Je suis connecté depuis le début. Je ne comprends pas pourquoi vous à Douala. Hein? Et pourtant, c'est à Douala qu'on va avoir des bonnes connexions. Voilà, c'est la capitale économique. C'est là-bas qu'on devrait avoir la bonne. Alors, et là, il vient de poser des questions sur lesquelles j'allais centrer mon intervention. En réalité, c'est le cœur même de l'analyse. Si vous répondez à ces questions, je crois que vous aurez compris quelle était. Allô, maître. Oh. Ok. Elle est de retour. Allô? Allô, oui, maître. Vous voulez que je reprenne les questions? Oui. Oui, c'est docteur Rostand qui parlait. Doctorat encore. Allô? Oui, c'est moi. D'accord, oui, ok. Vous pouvez répondre. Okay. Je n'ai presque rien suivi. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de ma faute. Ok, d'accord. Je vais reprendre. C'est entrecoupé. D'accord, je vais reprendre au niveau de l'historique parce que je pense que ça doit constituer une partie de votre travail. Une fois que vous l'aurez fait, votre travail sera plus consistant. Je parle de l'historique du projet en lui-même. Ce projet a été envisagé en 2005, même si jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore mis sur pied. Donc, je vais dire comment. Il a commencé à vraiment bouger en 2017. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore, il y a juste des relevés topographiques qui sont en train d'être faits sur le terrain. Donc, il n'y a pas encore de réelle implantation. Donc, la difficulté est peut-être venue du fait que vous n'avez pas ces éléments-là, vous n'avez pas pu l'étudier parce qu'il n'est pas encore vivant. Donc, votre travail, il est très bon, mais j'ai dit qu'il est beaucoup plus alarmiste. Il alarme sur les conséquences à venir. Donc, je disais qu'il naît du fait que la société Alucam, basée à IDEA, a un besoin énergétique énorme. Donc, le projet sera porté donc par des privés parce qu'il est intégralement financé par des privés. L'État n'a pas une contribution à apporter, n'a pas une quote-part dedans. Donc, tous les milliards qui seront déboursés viennent des investisseurs étrangers. Je pose donc ces deux questions. Quelles sont les revendications des populations? Parce que le projet n'a pas commencé. Quelles sont les revendications des populations et comment sont-elles gérées par les autorités camerounaises? Ça, c'est ma première question. Vous m'avez compris?
Allô? Est-ce que tu peux écrire dans l'espace d'écriture là? Essaie de formuler tes questions par écrit là. D'accord, je vais les formuler par écrit. Je t'en prie. Alors, en attendant que maître vienne, qu'elle réponde. Je vais quand même faire un petit commentaire. Le premier, c'est que personnellement... Allô? Oui, allô? Oui? Oui, je disais, j'ai suivi seulement la fin de la première question sur les revendications des populations. Je n'ai pas suivi la suite. Et comment les autorités camerounaises gèrent ces revendications? Allô? Oui. Ensuite, comment les autorités camerounaises gèrent ces revendications? Oui. Les revendications des populations sont surtout basées sur le domaine foncier, hein, parce qu'il est question d'inonder toute cette partie du territoire de communes. Et comme je le disais tantôt, c'est à terme environ 50 villages qui vont disparaître et dont les populations craignent la perte de leur identité, la perte de leur richesse et même la destruction irréversible de leur patrimoine historique et culturel. Jusqu'ici, rien n'a été fait au niveau de l'administration pour les rassurer, ne serait-ce que du lieu de leur délocalisation et même de ce qui va être entrepris quand le projet sera sur pied. Qu'est-ce que ces populations vont bénéficier? Qu'est-ce que ce projet leur apporte? Ce projet est même d'autant plus inquiétant que, comme le soulignait tantôt Rostand, c'est une initiative qui est totalement privée et dont l'État n'a aucune participation financière. Ce qui veut dire que l'opérateur qui arrive, notamment Hydromine, n'aura d'intérêt que son propre intérêt. Il ne voit pas l'intérêt des populations parce que si le projet qui il prévoit d'investir, je crois, 1700 milliards. Son objectif, c'est d'avoir des bénéfices sur ce projet. Et dans les revendications des populations, si l'État ne s'y mêle pas, ne seront pas prises en compte. Donc, juste ici, rien n'a encore été fait. Et ce n'est que des pétitions qui sont acheminées jusqu'à la présidence de la République. Et je crois que la diaspora camerounaise suit également de très près ce projet. J'ai comme l'impression que c'est un autre dossier comme le dossier de Dicolo qui va... De Dicolo, voilà. Ce sont des réalités camerounaises, tout à fait. Ouais. C'est un autre dossier comme celui-là où on n'a pas les informations, comme je disais tantôt, le droit à l'information. Les populations ne sont pas informées. Seulement quand ils sont sur leur territoire pour faire des études, on ne sait lesquelles. Et enseignants, on leur dit non, il y a un projet de barrage. Mais aucune information officielle, aucune réunion de concertation avec les populations, ne serait-ce qu'avec les chefferies traditionnelles de ces 50 ou
centaine de villages impactés par le projet. Et c'est ce qui a causé cet appel pour susciter l'interpellation, ou alors susciter que toute la République se lève pour dire non au commencement de ce projet. Parce que rien n'est fait comme la loi l'exige. Rien n'est fait jusqu'à ce jour. Et donc, le projet que moi j'ai mené dans cette étude, c'était de démontrer que on ne peut pas seulement avoir l'électricité grâce à l'hydroélectricité. Qu'il y a d'autres sources d'énergie qu'on pourrait exploiter pour mettre à l'abri ces populations parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va les localiser. Et la perte des identités, c'est un problème auquel on ne peut pas remédier. C'est donc ce qui embête beaucoup plus dans ce projet. Rien n'est fait, à ma connaissance, jusqu'à ce moment. J'allais ajouter que personnellement, je risquerais d'être impacté par ce projet puisque mon village maternel est dans le coin, là, à 26 km de Pouma. Donc, quand je vous ai entendu décrire les villages qui seront touchés, peut-être que je serais personnellement impacté par ce projet. Bien. OK. C'était la première question. La seconde question. Dans l'espace écriture, vous pouvez voir la seconde question, mais alors, est-ce que Maître est là? Oui, prof. Oui, la seconde question, c'était sur l'impact réel de ce projet pour les populations. Est-ce que la production d'électricité va profiter uniquement à l'UQAM? Et qu'en sera-t-il pour les... Mais il semble que oui, professeur, puisque les populations rurales, en fait, n'apportent pas grand-chose aux bénéfices escomptés par Hydromine. Par contre, à l'UQAM, qui est une grande société et une grande consommatrice d'électricité, est la seule à qui le projet est destiné. Donc, il est vraisemblable que les populations n'en bénéficieront pas. Surtout qu'elles ne seront même plus dans cette zone, une fois qu'elle sera inondée par les eaux du barrage. Donc, il n'y aura que du désastre pour les populations. Alors. Tout à fait. Ouais. Perte des cultures, perte des tombes, perte des monuments, perte des forêts, on appelle ça comment? Les forêts sacrées, tout à fait. Allô? Oui, on vous écoute, hein? On vous écoute. Surtout que je sais. Donc, je sais que le pays, oui, bon. que ça traverse le pays Bassa, là, ils sont très attachés à leur lieu sacré, là. On peut envisager des grandes tensions, là. Ça, c'est à peu près sûr. Tout à fait, professeur. Et dans cette étude également, ça appelle tout Bikaï à se mobiliser derrière ces populations aussi. Ben, comme je le disais, mon propre village est menacé. Le village de ma mère est menacé par ce barrage.
Et... Moi, est-ce que j'interviens? Oui, professeur, vous avez la parole. Je voudrais d'emblée remercier à la candidate d'avoir accepté de se laisser aller à ce jeu. Je vais aller très vite parce que je viens d'être victime de l'ennemi. Donc, je n'ai pas de lumière à la maison. Je suis en train de m'alimenter par des sources un peu très artificielles. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me permettre de pouvoir échanger avec elle alors que j'aurais voulu travailler davantage. Bon, est-ce qu'elle peut nous rappeler l'intitulé de son mémoire? Parce que je fais un travail scientifique, purement scientifique. Est-ce qu'elle peut nous rappeler l'intitulé de son mémoire? Elle a coupé son micro. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, peut me rappeler le titre du mémoire? Oui, pour ça, tout de suite, je le fais. Aménagement hydroélectrique. Aménagement hydroélectrique. Aménagement hydroélectrique en Afrique subsaharienne. Entre protestations, contraintes environnementales. Subsaharienne, deux points, entre protestations, oui, contraintes environnementales et enjeux de développement. Cas du projet de construction du barrage dit. Cas du projet de construction du barrage dit Grand Ewen au Cameroun. Alors, voilà. Dans un premier temps, le sujet tel qu'il est formulé me semble un peu trop long. On aurait pu réduire pour régler immédiatement le problème en réalité des contraintes environnementales. Parce que la situation de protestation, en réalité, ne peut pas facilement être étudiée de manière scientifique. Parce que nous n'avons pas a priori une donnée scientifique qui organise une éventuelle protestation. Ce que nous envisageons en termes de protestation n'est qu'une perspective de ce qui pourrait arriver. Et c'est pour ça que le rapporteur a cru devoir dire qu'il s'agit d'une vision alarmiste de ce qui pourrait arriver éventuellement au projet. Or, si la candidate était restée dans les contraintes environnementales, le sujet aurait été aménagement hydroélectrique en Afrique subsaharienne. Deux points, contraintes environnementales. Point. Cas du Cameroun. Et en le faisant, parce que je le dis pourquoi, parce que tout le long, on a posé une question à la candidate tout à l'heure. On n'a pas vu véritablement, qu'elle m'excuse, on parle de ce qu'elle a vendu son exposé. Parce que ce que nous appelons l'exposé, c'est vendre son travail. C'est vous-même qui vendez votre travail. C'est vous qui donnez les armes à ceux qui n'ont pas profondément lu le travail, de pouvoir le comprendre. Dans l'exposé, on n'a pas trop bien vu la place des perspectives environnementales, de l'impact environnemental. Et effectivement, pour régler son problème, l'impact environnemental, elle a été obligée de nous balader en Chine, en Afrique de l'Ouest, pour voir dans les généralités ce qui est arrivé de ce côté. Or, c'est avec l'intervention du deuxième rapporteur qu'on a pu véritablement comprendre qu'en fait, c'est un projet qui est lancé en 2005, mais il n'a pas encore commencé. Donc, le travail de maître n'est qu'un travail prospectif. Tout à fait, oui. C'est un travail qui permet d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important en ce sens que vous n'aurez pu commencer, vous m'excusez, le travail est tel que je l'ai parcouru lorsque je l'ai reçu. Il est sur le plan de la forme, à la limite un peu presque irréprochable. Donc, c'est sur le fond, mais là, c'est des visions scientifiques, c'est le développement d'une idée scientifique, et sur ce point, on ne peut pas être tous d'accord sur tout. Une vérité. En réalité, ce ne serait qu'une vérité de la palissade. Hein? C'est ça que le travail scientifique, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, vous faites tout ce qui est nécessaire pour que sur la forme, on n'ait rien à vous reprocher.
Mais les débats sur le fond sont naturels, sont consubstantiels même à un travail scientifique. S'il n'y a pas de débat, si tout le monde est d'accord sur votre fond, soyez sûr que vous n'avez pas bien fait. Soyez certain que vous n'avez pas bien fait. C'est que c'était tellement évident que tout le monde aurait pu trouver la solution. Donc, ce qui justifie qu'en réalité, vous avez été obligé de faire le tour des situations d'autres pays pour ramener au Cameroun sans nous dire de manière profonde quel est le risque immédiat pour les Camerounais. Le risque probablement ne serait que ce qu'on a vu ailleurs. Donc, Camerounais ont commencé à vous préparer en 2023 pour être délogés, pour voir les familles déplacées, pour ainsi de suite. C'est une perspective. Ce qui induit qu'en réalité, la rubrique déclinée en termes de perspective, elle ne nous permet pas de résoudre le problème. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas à ce moment, sans avoir véritablement analysé et compris quelle est la corrélation entre ce qui est en train de se faire et les risques sur l'environnement, dégager une perspective de manière à le situer dans le cas spécifique de votre projet, du projet qui est l'objet, qui est le référentiel de votre analyse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la problématique, c'est de savoir si la construction des barrages est-elle compatible avec la protection de l'environnement. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Et c'est pour ça que j'ai demandé si c'était possible qu'on revoie l'intitulé. Parce que la problématique m'y conduit. La problématique, c'est la construction des barrages est-elle compatible avec la protection de l'environnement. Autrement dit, vous étiez en train de vous poser la question de savoir quelle est la corrélation immédiate entre la construction de barrages à des fins de développement et la protection de l'environnement. Or, le développement n'est pas toujours protecteur de l'environnement. Soyons d'accord. La course effrénée vers le développement a fait pendant longtemps abandonner la protection de l'environnement aux seules instances internationales dites de protection de l'environnement. Et tout à l'heure, le premier rapporteur a essayé, à travers la classification des sociétés civiles, essayer de catégoriser ces ONG qui en réalité interviennent dans le secteur de l'environnement pendant longtemps, y compris en Occident. Maintenant, je vais poser une question simple. L'Occident s'est développé en dépit de leur grand... quand vous regardez en France, par exemple, la France est traversée par beaucoup de cours d'eau, mais il n'y a pas de barrage hydroélectrique en France. Presque pas du tout. Vous regardez toute l'Allemagne, c'est traverser le Rhin, traverse toute l'Allemagne. On ne vous parle pas de grands barrages là-bas. Vous allez aux États-Unis, il y a quelques barrages. C'est les Chinois qui sont arrivés aujourd'hui, dans leur contexte, créer des barrages. Et ça dit qu'en réalité, est-ce que le barrage participe finalement à un développement? On est tenté de se poser la question. Si tant est que le barrage contribue fondamentalement au développement, pourquoi ces grandes puissances derrière lesquelles sont collées les tickets de développement n'ont pas aussi développé les constructions des barrages? Moi, j'ai mon semblant de réponse, c'est exactement la réponse que je donne pour ce qui concerne ce qu'on va appeler les énergies renouvelables, notamment pour ce qui concerne les éoliennes. Construire une éolienne, c'est enterrer une masse de béton. Construire un barrage, c'est enterrer une masse de béton. Est-ce qu'en réalité, ces énergies, fut-elles, comment dire, propres, contribuent-elles finalement à la protection de l'environnement? Est-ce que le fait de capter et de canaliser les cours d'eau vers un bassin qui va concentrer de l'eau ne prive pas les populations des eaux qui traversaient un certain nombre de zones? En quoi est-ce qu'on contribue alors donc? Et qui, finalement, je crains, sont les sources de la désertification. Sont les sources de la désertification. Quand on est dans le septentrion du Cameroun, on peut bien comprendre. Quand on a construit le fameux barrage de l'Ardo, tout le monde sait que ça a asséché un certain nombre, on a asséché un certain nombre de rivières pour converger les cours d'eau vers la zone du barrage afin de créer le débit de l'eau dont il était nécessaire pour faire tourner les turbines et produire l'électricité.
pendant ce temps. Et ce qui signifie qu'en clair, tout en étant parfaitement d'accord avec elle, je lui pose la question finalement, est-ce que les inconvénients d'un barrage ne nous privent pas qu'elle, en réalité, de tous les avantages espérés? C'est ma seule question. Si elle a compris, elle peut répondre. Mais elle n'est pas là parce que le réseau, je crois. Ah, ok, elle revient. Mais prof, je crois que Oui. la position de la candidate, elle est contre la construction de ce barrage. Hein. Elle estime, parce qu'elle estime que les inconvénients dépassent les avantages. Il faut qu'elle le dise clairement. Hein? Et là, c'est parce qu'il n'y a pas d'analyse scientifique sans engagement. Hein. Moi, j'aime bien dire ça. Ce n'est pas le militantisme, c'est un engagement. Il n'y a pas de construction scientifique sans engagement. Tous ceux qui font une construction scientifique ont une opinion. Et l'opinion se traduit par un engagement. Et je sais que si elle le dit de manière ouverte au Cameroun, si vous m'écoutez, je sais que si elle le dit aujourd'hui de manière ouverte au Cameroun, elle risquerait beaucoup. Parce que les enjeux Comme ça, moi, en réfléchissant un peu sur... et justement, par rapport à vos remarques là, on voit bien que les Occidentaux, et notamment la Banque mondiale, lorsqu'ils viennent financer, parce que généralement, c'est eux qui financent ce type de projet, lorsqu'ils viennent financer ce type d'infrastructure, dans la philosophie, on veut progressivement abandonner le pétrole parce que c'est une énergie polluante. Alors, dans la nouvelle donne, il est question de promouvoir les énergies non polluantes. Et d'où le choix de l'hydroélectricité, parce qu'on estime que c'est non polluant. Donc, c'est un peu le choix de l'heure. Et puis, le professeur est là. Alors, je soulignais que les institutions financières internationales, dans leur politique actuelle, vont privilégier de financer uniquement les énergies renouvelables, les énergies non polluantes, comme ils disent, pour progressivement tourner le dos aux énergies fossiles qui sont, selon eux, polluantes. Et la candidate, dans son travail, elle a dit que, au fond, c'était des opportunités qu'on créait pour les multinationales du bâtiment et autres, pour avoir des parts de marché, notamment en Afrique. Alors, on était prompt à mettre de l'argent parce que ça allait leur profiter en tant que ceux qui vont réaliser l'ouvrage. Donc, on voit, bon, on a un choix idéologique, on a des bénéficiaires qui sont à l'étranger et peut-être très peu pour les populations. J'avoue que personnellement, étant donné, et c'est la question que je me pose toujours, personnellement, je pense que, OK, on peut diversifier nos sources énergétiques, de production énergétique, et qu'elle a parlé elle a évoqué le contexte du mix énergétique. Dans la constitution de notre mix énergétique, l'hydroélectricité pourrait avoir une place. Mais la question que je me pose, et que je continue à me poser, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait abandonner l'exploitation de nos énergies fossiles?
Alors, donc, personnellement, je pense que oui, on peut exploiter l'hydroélectricité parce qu'au regard des chiffres, on a 20% de la population seulement qui ont accès à l'énergie de manière ininterrompue. Donc, il faut remonter ce chiffre. Et comment on le remonte? Il faut le remonter certainement par la production, par toutes sortes de productions, en constituant un mix énergétique. Alors, la préférence pour les Occidentaux, c'est que dans ce mix, il faudrait qu'il y ait plus d'énergie non renouvelable, plutôt. Alors que nous sommes riches en pétrole. Qui peuvent nous permettre de faire tourner nos centrales électriques. Alors, donc, de mon point de vue, j'ai comme l'impression qu'on devrait miser sur l'exploitation de ce que nous avons, c'est-à-dire le pétrole, pour produire notre électricité. Donc, je faisais juste un commentaire, prof. C'était juste une réflexion. C'était juste une réflexion générale que je faisais. On est d'accord avec vous parce que à peu près c'est ce que Emilio fait. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train d'échanger, la lumière est partie. Elle a duré 10-15 minutes. Je suis certain qu'on était en train de mettre le carburant pour alimenter la centrale électrique, pas hydroélectrique. On est en train de mettre le carburant pour alimenter comment ils s'appellent ça, qui nous alimente en ce moment en électricité. Donc, on est totalement d'accord avec vous. Et si la candidate avait été là, parce que le premier rapporteur a posé une question sur les questions de l'impact environnemental, je lui aurais posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle pense de la démocratie environnementale. Parce qu'on ne peut pas parler de l'impact environnemental sans parler de la démocratie environnementale. Mais, prof, c'est l'occasion pour nous de vous demander de nous expliquer ce concept de démocratie environnementale. Voilà, il faut partir, pour comprendre le concept de la démocratie environnementale, il faut partir de ce que l'essentiel de nos constitutions en Afrique ont construit une démocratie représentative. Nous n'intervenons dans l'administration, dans la gouvernance de l'État qu'à travers nos représentants, notamment le président de la République et les députés. Une petite part vous vous rendez compte que les questions qui sont sujets à référendum sont limitées. Et dans les questions qui sont sujets à référendum, il n'y a pas de questions d'environnement. Or, la démocratie environnementale, c'est ce changement de paradigme qui va permettre qu'au lieu de se faire représenter dans la prise de décision en matière environnementale, que nous, de manière citoyenne, nous participons à la prise de décision, que nous influencions la prise de décision. Ce qui signifie qu'au préalable, nous devons être informés de tout ce qui doit être fait en matière environnementale, de manière à ce que notre participation soit faite en connaissance de cause. Très bien. Et c'est précisément ce qui se passe ici, c'est ce que je vois ici au Canada. C'est absolument ce qui se passe ici sur tous les grands projets qui sont susceptibles d'affecter les populations. Non, elles en vont au chapitre. Les populations font des référendums, comme il dit là, des votes, pour se prononcer en faveur ou contre.
définir les critères de participation des citoyens à ce processus. Tout ce qui reste à faire, c'est, quand vous regardez l'essentiel des constitutions africaines, maintenant, quand vous entrez dans les différentes lois environnementales, il y a le principe de la participation qui a été affirmé. Dans presque toutes les lois en matière environnementale, la loi cadre, le code de l'environnement du Sénégal, du Cameroun, de la République démocratique du Congo-Brazza, du Gabon, du Tchad, du Niger, du Mali, tous ont affirmé le principe de la participation. Maintenant, c'est la mise en œuvre de ce, parce que derrière le principe de la participation se cache la volonté manifeste de construire une démocratie environnementale, c'est-à-dire de faire participer les citoyens à la prise de grandes décisions en matière environnementale. Or, quand vous glissez dans le champ minier, qui fait partie du cadrage de notre travail, vous entrez dans le code minier, vous découvrez qu'effectivement, l'instrument qui est l'étude de l'impact environnemental, c'est une étude scientifique, mais parce qu'elle a une influence sur l'environnement, doit être faite, élaborée en concertation permanente avec les populations riveraines des sites d'exploitation. Mais est-ce que c'est le cas? La question, c'est toute la question. Donc, quand nous parlons tout le temps de l'impact environnemental, on a le sentiment que c'est une étude purement scientifique. Non, elle doit être une étude scientifique, mais bien expliquée aux populations, de manière à ce qu'elles consentent que ce que vous voulez faire ne va pas nuire à leur espace vital. Et à ce titre, ils auraient participé eux-mêmes à la protection de leur droit à l'environnement sain, qui est un droit de l'homme, consacré à l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme, et confirmé dans un certain nombre de conventions internationales, telles que celle de Rio, et dans un certain nombre de pays occidentaux, c'est une réalité. C'est devenu une réalité parce que le législateur a dû prendre un certain nombre de lois nationales de manière à organiser le mode de participation des populations à la prise, au processus de prise, j'ai dit au processus de prise de décision. Ils sont dans le, c'est pas eux qui prennent les décisions, mais ils sont dans le processus. Autrement dit, ils font corps avec le projet. Ils font corps avec le projet, ce qui permet qu'ils acceptent plus facilement ce qu'on va faire que ce qu'on leur impose par les administrateurs qui, fêtés dans leur bureau, décident exactement. Je vous ai dit, la dernière fois quand nous parlions de la convention Sino, machin, je regarde ça encore à côté de moi, je vous ai dit, regardez le dernier considérant. Regardez le dernier considérant. On dit bien dans le dernier considérant, de manière, je dis, un peu pompeuse, considérant le consentement préalable, libre et informé des peuples autochtones et populations locales pour la mise en œuvre du projet d'exploitation du fer de Lobé. C'est-à-dire que l'étude de l'impact environnement a été faite avec leur participation. Mais ça a été fait quand et où? Où sont les rapports qui nous permettent d'établir que ces populations sont en connaissance de ce qui va leur arriver? La Canada vient d'expliquer le barrage en cours de dont les travaux vont être engagés. Les populations vont être déplacées. On aura du tout le droit à un environnement sain. Parce que ces déplacements violent le droit à un environnement sain. On fait partie de l'élaboration de l'étude de l'impact environnemental du projet. Personne ne peut nous le dire. Mais on va vous afficher après dans le contrat de réalisation du projet, considérant le consentement préalable. Quel consentement? On les a vus où? Quand? Comment? Et à ce moment, je pose la question, que fait la société civile? Surtout que le premier rapporteur nous a catégorisé la société civile en 4. Et la dernière catégorie, c'est celle dont l'activité tourne autour de la protection de l'environnement. Où est-ce qu'elle est? Dans notre contexte, où est-ce qu'elle se trouve? On est en train de construire, on est en train d'engager les travaux d'un barrage qui va déstabiliser les populations autochtones. Je dis bien déstabiliser les populations autochtones. Tout à fait. Sans qu'ils ne sachent absolument rien de ce qui sera fait.
Et si vous posez la question, on va vous dire qu'on est soumis à la démocratie représentative. Qu'ils ont leurs représentants. Comment dans un contexte, dans les pays où la population est de, disons, 30 millions, la population en âge de voter, elle est d'environ 15 millions, et qu'on est aux élections avec 5 millions de personnes, qui représente quoi? On ne se pose pas de bonnes questions. Et tout le monde va venir vous dire que j'ai été élu. Vous avez été élu par qui? Par quelle frange de la population? En réalité, vous ne représentez pas grand-chose. Donc, le paradigme de la définition de la démocratie devrait changer. Pour qu'on associe véritablement le citoyen au processus de prise de décision des questions qui le concernent directement. Donc, madame est revenue. C'est très pertinent, prof. C'est très pertinent. Elle est revenue. Je crois qu'elle est revenue à la fin, prof. Elle ouvre seulement son micro. Je voudrais lui dire toutes mes félicitations parce que ce n'était pas aisé. Hein, ce n'était pas aisé. Et quand j'avais vu la thématique, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai insisté pour être présent parce que je voulais comprendre. Et j'ai profité pour davantage enrichir le peu de connaissances que j'avais. Voilà. Dans le secteur de l'exploitation hydroélectrique. Hein? Et j'ai profité pour densifier, parce qu'en parcourant son travail, ça m'a obligé à regarder un certain nombre de choses, notamment la convention d'Arus. Bon, qu'elle aurait pu exploiter utilement, la Charte africaine des droits de l'homme, tout ça encore à côté de moi. Hein. Non, on est en train de parler, vous voyez, je lis, parce que les textes sont encore à côté de moi. Non, en parcourant son mémoire pour lui dire, et je prie sincèrement tous les autres candidats qui ont des mémoires à faire, à accepter de sacrifier à cet exercice. Tout à fait, prof. Qui permet d'avoir des moments d'échange et avec l'ensemble de la classe, et avec les rapporteurs, et avec le candidat lui-même. On peut regretter que la connexion n'est pas que le maximum de personnes se connectent. Merci, prof. Je pense qu'on va négocier avec les étudiants. On va essayer de négocier. Voilà. Sinon, j'ai vraiment apprécié déjà l'exposé. L'exposé, c'était un exposé suffisamment clair, même si on peut lui reprocher de nous avoir pas dit où se trouvait l'espace qui est au centre de son analyse, le barrage de Dikan. C'est Dikan quoi là? Gras et Web. Voilà. Hein? Voilà, Dikan et Web. Pratiquement, il doit se situer parce que le premier rapporteur, lui n'est pas camerounais, il ne sait pas où ça se trouve. Moi, je suis camerounais, je ne sais même pas où ça se trouve. Je sais qu'il y a ça, c'est autour, c'est dans le parage de Véa. Il faut davantage bien vendre ce madame et il est bien acheté. J'ai l'habitude de le dire aux étudiants. Mais sinon, globalement, l'exposé avait été très bien structuré, très bien dit. On a compris que vous avez l'habitude des plaidoiries et que la plaidoirie que vous avez formulée aujourd'hui était à la hauteur de la personne qui l'a préparée. Et là, si je ne suis plus en ligne tout à l'heure, j'aurais terminé. Eh oui, vous avez fait la job. Vous avez fait la job, grand prof. Vous nous avez beaucoup appris de la démocratie environnementale qu'on va creuser. On va y revenir. Il y a un travail. Je suis en train de faire un travail là-bas. Quand c'est fini, je vais vous l'envoyer. Tout le monde aura l'occasion de découvrir. OK. Excellent. Hein? D'ici la fin du mois. Très bien, prof. Vraiment, merci. Alors, est-ce que Henriette nous entend? Elle ouvre son micro. Je voudrais dire particulièrement merci à Maître Bama. Hein. J'ai apprécié son évaluation. Hein? Hein? J'ai apprécié son évaluation. Il faut que j'ai apprécié son évaluation. Ressent évidemment, il a compris que moi, j'ai rebondi que sur les questions qu'il a posées pour pouvoir situer mon intervention. Donc, ça me permet de comprendre que la construction que nous sommes en train de faire
est en train de donner naissance à des personnes qui seront capables demain de nous remplacer dans l'exercice qui est aujourd'hui le nôtre. Merci, Tout à professeur. fait. C'est de l'espoir. Ok, professeur. On peut compter sur eux. Hein? Donc, qui n'abandonne pas, le pire, c'est que nous sommes en train de chercher pour voir dans quelle mesure on peut éventuellement arriver à une situation où ils préparent des thèses, nous sommes en train de trouver des pistes. Et avec un peu de chance, d'ici l'année prochaine, on en aura quelques-unes, hein, qui permettront aux uns aux autres, ceux qui veulent aller un peu plus loin, hein, surtout autour des questions du droit des ressources naturelles et de l'énergie. Et c'est ça qui fait notre premier travail sur le droit de l'énergie. Le tout premier, c'est la toute première spécialiste. Voilà, du droit de l'énergie. Non, c'est un moment charnière pour l'Institut. Alors, Voilà. est-ce que Maître Ariel peut se connecter? Alors, on passe aux délibérations. On passe aux délibérations. On ne va pas le faire en l'absence de la candidate. Aïe, aïe, aïe. Mais je crois que je vais l'appeler peut-être sur mon téléphone en direct là. Alors. Elle risquera de ne pas pouvoir prendre parce qu'elle est en train de tenter de se connecter. Bon, j'essaye un peu avec mon... Il faut qu'elle entende quand même là. Évidemment. On ne va pas le faire sans elle. Alors, je vais la prendre là. Allô? Oui. Allô? Voilà. Oui, on ne voulait pas conclure sans vous. On ne veut pas conclure sans vous, maître. Alors. Elle arrive, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Je ne sais pas comment on va. Je vais voir si je peux l'avoir. Il faut quand même qu'elle suive là. Allô? Oui, on est en train de... problème d'électricité au Cameroun. Ah, d'accord. Alors, on est en train de conclure. On ne voulait pas conclure sans vous. Il faut bien que vous écoutiez la fin. La fin du discours. Allô? Allô, Mengue, vous écoutez? Alors, Mengue, est-ce que vous avez un second numéro de téléphone? Je peux vous appeler en direct là? Vraisemblablement, le courant est parti chez eux. Oui, on dirait. Elle est en situation de délestage. C'est le quotidien du Cameroun. Ouais. Hein? Ressent a la chance d'être dans un quartier qui n'est pas délesté. Hein? Tu as la chance d'être dans un quartier qui n'est pas délesté. Dieu fait dire qu'on est venu de délestage là pendant que ça passait. Non, ils ont coupé ici en journée, donc ce soir, ça va. On rationne l'électricité. Comme si Oui, enfin, tu n'arrives même pas à l'avoir au téléphone. Je ne crois pas que tu puisses l'avoir au téléphone parce qu'en réalité, elle est en train de se battre pour se connecter. OK. Allô? Il faut seulement parler, je crois qu'elle écoute. Non, c'est vrai. J'ai l'impression que je ne pas être sur le blanc. OK. Allô? Oui. de retour. Okay. Alors, on passe
On passe aux délibérations. Alors, le premier rapporteur, est-ce que vous acceptez le travail? Lui aussi a disparu. Oui, vas-y, Rostam. Alors. Oui, docteur, moi j'accepte le travail tant sur la forme que le fond. Il faudra que maître intègre juste les modifications que nous avons apportées pour parfaire son travail. Donc je l'accepte tant sur la forme que le fond. Parfait, merci. Alors, est-ce que M. Bama est là? Il y a quelqu'un qui est aussi en train de se connecter chez Guy. Oui. Maître Chegui arrive en dernière minute. Urbain Bama est encore là? Non, il n'est pas connecté. Non, Urbain Bama n'est plus là. Bien, OK. Je crois qu'en l'état des discussions, on est très satisfait de la prestation de la candidate, satisfait de ses réponses. Les débats ont été vraiment intéressants. De l'avis de tous, le mémoire est de très bonne facture scientifique. Alors, nous voulons féliciter la candidate pour ce beau travail. Mais aussi, il y a lieu de la féliciter pour les évaluations. Elle a complété toutes ces évaluations, toujours de manière excellente. Et à l'issue de ces deux exercices, on ne peut que la déclarer digne d'être titulaire d'un certificat en droit minier et des hydrocarbures de l'Institut québécois des affaires internationales dans la concentration droit de l'énergie en Afrique. Mention excellente avec nos félicitations. Merci, maître. Merci à tous. Okay. Merci, docteur. Bonne soirée à tous. Okay. Bonsoir, professeur. En attendant le prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Allez, bye à tout le monde. Okay. Bye, professeur.